Hala, egunon, beraz gaur klima aldaketa eta berotze efektua eta laborantza dugu aipagaia, main inguru juntan, eta egia da, klima aldaketan baduela erantzunkizun parte bat laborantzak eta berezikiago hazkuntzak. Eta hor dion reakzio ekstremoak sogaraziz ere, batzuendako haragi kontsumo osoa gelditu behar ditaikela, abereen hiltzia ez ditaikelarik onargarria, eta bestalde ikusi dugu ere azken egun hauetan FNSA mobilizatzen agri basingaren kontra, pestiziden erabilpena edo produktu fitosanitarioen gehiegizko erabilpenak zalantzan ezartzea laborari guzien kontrako jazaraldi bat balitz sinestaraziz. Laborantza eta ekologia elgarren kontra doatziote, hazkuntza mota guziek berdin ote direa, galde eta erantzun sinpleegiak baztertuz, barna dezagun gaia, produkzio sistema guziak berdinak ote direa. Hazkuntza industrialaren parean bada, baserriko hazkuntza kalitatezko haragia egiten duena, baita ere inguramenaren zaintzia eta lurraren aberaste naturala zaintzen duena, familia frangoren bizipidea segurtatuz. Eta hortaz mintzatzeko, beraz xole ere etorri zaugu urepeletik, Mariz Kaxono ere itxasuara hori izanen da, Lugamaren izenean, eta Polariez politologoa hemen izan behar zen, eta ez da hor. Orduan arazoak izan dira beraz trenbideetan, biztan dena gogo honez eta gogo handiz errezebituko ginuela hor, baina nala ere bideo bat igorri dauku, naiz eta beraz trabatua izan, beraz bideoaren bitartez segituko dugu. Haren mintzaldia, horren erdi batez entzunen dugu, eta ondotik, beraz, xole eta Mariz entzunen ditugu. Amis paysans et mangeurs du Pays Basque, bonjour. J'avais promis d'être avec vous aujourd'hui pour partager à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, mais la météo et la SNCF en ont décidé autrement. La mauvaise nouvelle, c'est que le système d'élevage industriel est de plus en plus fou et qu'après nous avoir imposé la sale viande, c'est-à-dire la production de protéines animales au plus bas coût et dans les pires conditions, il voudrait nous imposer la fausse viande réalisée notamment à partir de cellules souches. La bonne nouvelle, c'est qu'existe en revanche un élevage paysan, un élevage qui est bon pour la planète, un élevage qui est bon pour les mangeurs et un élevage qui permet à un maximum de paysans éleveurs de vivre bien de leur travail. La parution en janvier 2019 de ma lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser a permis de lancer un manifeste pour la défense de l'élevage paysan et des animaux de ferme. Et ce manifeste a été signé côté paysan par la Confédération paysanne, par le MODEF, par Nature et Progrès, par des dirigeants de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, par des coopératives comme Biolay. Et ce manifeste a aussi été signé côté mangeurs par le mouvement Slow Food International, par de très nombreuses AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, et par les grandes figures historiques de l'écologie, de l'altermondialisme et du tiers-mondisme. J'aimerais donc mettre ma conférence sous le mot d'ordre ni sale viande, ni fausse viande, mais défense de l'élevage paysan et des animaux de ferme. Je précise que le fait de choisir, à titre individuel, de ne pas manger de produits animaux est tout aussi légitime que le choix contraire. Ce qui est problématique,
c'est la volonté d'interdire aux autres de consommer des produits animaux. Ce qui est problématique, c'est la volonté d'abolir toute forme d'élevage. Et j'aimerais montrer que les arguments en faveur de l'abolition de l'élevage sont totalement erronés. Et j'aimerais montrer aussi que les courants qui militent pour l'abolition de l'élevage rejoignent finalement les objectifs qui sont ceux des grands lobbies industriels de la finance mondiale qui veulent nous imposer la fausse viande, le faux lait, le faux fromage, les faux œufs, le faux cuir. L'élevage serait, à les croire, responsable de tous les maux, de la faim dans le monde, du réchauffement climatique, de la crise sur l'eau potable, mais également de l'hécatombe des animaux. Premier mensonge, on nous dit que la consommation de produits animaux serait responsable de la faim dans le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un humain sur 7 n'a pas suffisamment pour vivre. Mais est-ce de la faute des mangeurs de viande, de fromage et des buveurs de lait? Non, c'est tout simplement faux. Et c'est la raison pour laquelle, l'an dernier, avec mes amis Jean Ziegler, l'ancien porte-parole du Fonds agricole mondial, et Carlo Petrini, le président fondateur du mouvement Slow Food international, nous avons signé un texte pour dire attention, danger. Certains aimeraient bien dépolitiser les enjeux alimentaires. La faim dans le monde, ce n'est pas la conséquence d'une alimentation trop carnée. La faim dans le monde, ce n'est pas à cause du nourrisson et de son bébé de lait ou de l'amateur ou de l'amatrice d'une côtelette de bœuf ou d'un fromage de chèvre. La faim dans le monde, c'est la conséquence d'un système économique caractérisé par la casse de l'agriculture vivrière, par l'appropriation du vivant, par le vol des terres et par également le gaspillage. L'agriculture industrielle productiviste est incapable de nourrir 7 milliards d'humains, mais elle produit déjà aujourd'hui de quoi potentiellement en nourrir 12 milliards. Le problème, c'est qu'un tiers de l'agriculture, de la production mondiale est gaspillé. Un chiffre suffit à mesurer le phénomène. L'ONU ne cesse de dire qu'il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. Ces 30 milliards de dollars, on ne les trouve pas, mais le seul gaspillage alimentaire nord-américain, États-Unis et Canada, c'est 100 milliards de dollars par an. C'est-à-dire 3 fois ce qui serait nécessaire pour régler le problème de la faim dans le monde. Alors on nous répond sans arrêt qu'il faudrait 3 à 4 calories végétales pour faire une calorie animale. Alors c'est vrai et faux à la fois. C'est vrai si l'on raisonne de façon abstraite, mais c'est faux dans la mesure où une vache est un petit miracle de la nature. Et même le meilleur végan est incapable de faire ce qu'une vache sait faire, c'est-à-dire brouter de la bonne herbe et la transformer en calories consommables pour les humains. Il n'y a donc pas de façon systématique de concurrence entre l'alimentation du bétail et l'alimentation humaine. Tout dépend du type d'élevage. Et on ne peut pas comparer l'élevage industriel avec des bovins engraissés dans des parcs avec du maïs avec l'élevage de bovins dans des prairies de montagne. On ne peut pas non plus se contenter de répéter en boucle qu'il faudrait 3 ou 4 calories végétales pour faire une calorie animale, dans la mesure où une protéine végétale n'est pas égale à une protéine animale. Les végétaux contiennent beaucoup de principes nutritifs limitatifs qui font que l'assimilation des protéines
est beaucoup plus faible, même si les biotechnologies espèrent changer la donne. J'ajouterais d'ailleurs qu'une agriculture végane qui ne concernerait qu'un milliard d'humains ne me gênerait pas. Mais si on devait généraliser l'agriculture végane à l'ensemble de l'humanité, eh bien, elle serait incapable, comme l'agriculture productiviste, de nourrir 8-9 milliards d'humains. Parce que la seule solution pour pouvoir remplacer le fumier animal, ce serait d'utiliser toujours plus d'engrais chimiques, toujours plus de produits phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui détruit la terre, les insectes, les oiseaux. Et les partisans de l'abolition de l'élevage oublient les vraies raisons de la faim dans le monde. Un exemple. Le vrai scandale, ce n'est pas la consommation de viande. Le vrai scandale, c'est le fait que l'agriculture productiviste consomme plus de calories qu'elle en apporte. En 1947, il fallait 1 calorie de pétrole pour pouvoir produire 3 à 4 calories alimentaires. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Autrement dit, nous marchons sur la tête. Et les mêmes partisans de l'interdiction de l'élevage récitent un autre mantra. Ils nous disent que l'élevage occuperait 70% des terres agricoles. C'est vrai, mais ces terres sont pour l'essentiel non labourables. Il s'agit de zones herbeuses, de moyenne montagne, de zones trop humides ou trop arides pour l'agriculture végétale. Les prairies offrent en outre un autre avantage secondaire. Leur sous-sol est beaucoup plus riche en biomasse microbienne et en biodiversité que le sol des cultures végétales. Les vaches ne gaspillent donc pas, mais valorisent 60% de la surface agricole française. Et la suppression de tout élevage provoquerait une chute de la biodiversité, une baisse de la séquestration du carbone et une désertification des terres. Deuxième faux argument, on nous dit que la consommation de produits carnés serait responsable du réchauffement planétaire. Là encore, tout dépend de quel type d'élevage on parle. Je dirais, si l'on aborde effectivement l'élevage industriel productiviste, il y a de quoi s'inquiéter. Mais une prairie avec ses vaches, ce n'est pas une source, mais un puits de carbone. C'est-à-dire qu'une surface d'1 hectare permet d'absorber chaque année 1,5 tonnes de CO2. Autrement dit, l'élevage n'est pas nécessairement une mauvaise stratégie pour pouvoir combattre la crise climatique qui nous arrive sur la tête. Troisième faux argument, on nous dit que l'élevage serait responsable du stress hydrique. Et on cite toujours les mêmes deux chiffres. Il faut 100 litres d'eau pour produire 1 kilo de blé et il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de bœuf. C'est vrai, mais ce n'est vrai qu'en apparence, parce qu'en réalité, on confond 3 types d'eau. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'eau bleue, qui est l'eau réellement consommée par les animaux et qui ne représente que 3% des 15 000 litres. Il y a ensuite ce qu'on nomme l'eau grise, qui est l'eau utilisée pour l'assainissement des installations et qui représente encore 3% des 15 000 litres. Et il y a enfin ce qu'on nomme l'eau verte, qui est 94% des 15 000 litres et qui est tout simplement l'eau de pluie qui reste dans les prairies. On suivrait le raisonnement des partisans de l'interdiction de toute forme d'élevage, il vaudrait mieux finalement un élevage hors sol que des vaches dans des prairies. On nous dit également, cinquième faux argument, que l'élevage serait par nature anti-écologique.
Moi, je crois qu'il est important de toujours rappeler que le prototype même de la ferme écologique, cela reste une ferme polyvalente qui produit à la fois des fruits, des légumes, de la viande, du lait, du fromage et j'ajouterais de la bonne terre en raison de la présence de fumure. Les végans passent dans les médias pour être des écolos et même des super écolos. Mais c'est absurde. Les principaux théoriciens végans et antispécistes le disent ouvertement. Ils ne sont pas écologistes. Pour eux, le symbole même de la nature, c'est la prédation. Et ils reconnaissent que la prédation humaine, l'alimentation carnée, n'est qu'une goutte d'eau dans l'ensemble de la prédation. C'est pourquoi d'ailleurs un certain nombre d'entre eux proposent de modifier génétiquement les espèces animales prédatrices, voire de les supprimer. Les catégories de pensée, qui sont ceux des végans, sont totalement à l'opposé des catégories de pensée qui sont celles des milieux écologistes. Les écologistes, ils pensent en termes d'espèces animales et de défense de la biodiversité. Les penseurs végans ne pensent pas en termes d'espèces animales, mais en termes d'individus. Ils le disent ouvertement, la biodiversité n'est pas nécessairement une bonne chose si cela signifie que le lion doit dévorer la gazelle ou un chat doit manger une souris. Les écologistes sont plutôt réticents face aux miracles annoncés de la technoscience. Les principaux penseurs antispécistes et végans non seulement défendent les OGM, mais se disent fous amoureux de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. Faux argument suivant, on nous dit qu'il serait possible non seulement de manger et de vivre sans tuer d'animaux. Soyons clairs, la production industrielle de protéines animales au plus bas coût a engendré des conditions effroyables pour les animaux, pour les éleveurs, pour les ouvriers des abattoirs, pour les mangeurs que nous sommes et pour les écosystèmes. Mais l'agriculture végétale tue cependant beaucoup plus d'animaux que l'élevage. Chaque jardinier sait qu'il ne pourra pas consommer de salade sans éliminer les limaces et qu'il ne pourra pas consommer de pommes de terre sans éliminer les dorifères. L'agriculture tue en moyenne 15 à 25 fois plus d'animaux que l'élevage. Le problème, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas les mêmes. La principale hécatombe, aujourd'hui, ça ne concerne pas ni les vaches, ni les porcs, ni la volaille. La principale hécatombe animale concerne les vers de terre. Les vers de terre, c'est 70% de la masse corporelle, de la masse physique de l'ensemble des animaux existants. Et ce qui est responsable de l'hécatombe des vers de terre, c'est pas l'élevage, c'est l'agriculture végétale, industrielle, productiviste. C'est l'utilisation massive d'insecticides, de pesticides. C'est la mécanisation à outrance. On le voit. L'idée qu'il faudrait interdire l'élevage est une absurdité. Parce que déjà, l'alternative n'est pas entre laisser vivre ou tuer les animaux d'élevage. Le jour où il n'y aura plus de consommateurs de produits animaux, eh bien, il n'y aura plus d'élevage. Et s'il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus d'animaux de ferme. Moi, si je suis anti-végan, c'est d'abord pour défendre le droit à la vie des animaux de ferme. Argument suivant que l'on entend couramment, c'est que la consommation de produits animaux serait nécessairement mauvaise sur le plan médical. Et on aime bien nous rappeler que l'Organisation mondiale de la santé a classé la consommation de viande parmi les produits de
risque 1. Mais cela ne signifie pas que la consommation de viande, de fromage ou de lait serait aussi dangereuse que celle, par exemple, de l'amiante ou du tabac. Mais cela signifie que même avec une dangerosité beaucoup moindre, eh bien, cette dangerosité moindre est certaine. Mais cela concerne également les céréales raffinées. Et puis, je dirais, cette consommation de viande qu'il faut effectuer pour qu'elle devienne dangereuse est bien au-delà de la consommation moyenne aujourd'hui d'un Basque. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a beaucoup moins de personnes qui meurent par excès de viande que de personnes qui meurent par manque de viande. L'Académie indienne de pédiatrie vient de nous rappeler que chaque année, plus de 60 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent par manque de protéines. Alors le moment est venu d'expliquer pourquoi ce développement aujourd'hui d'un discours anti-élevage et pourquoi il occupe presque 100% des grands médias nationaux, alors qu'en réalité, il ne pèse que de 1,5 à 3-4% au niveau de nos estomacs. Mais tout simplement parce que ce véganisme abolitionniste est en phase avec les objectifs des grands lobbies financiers, industriels, mondiaux. J'insiste, il n'y a pas de complot. Tout est écrit, tout est public. On dépose chaque année des milliers de brevets. On calcule bien sûr le retour de l'investissement. Le discours aujourd'hui anti-élevage prépare idéologiquement, psychologiquement, le déferlement des biotechnologies alimentaires. La grande industrie a tiré les leçons de l'échec en Europe de la viande clonée. Eh bien, ils savent aujourd'hui qu'il faut provoquer d'abord le dégoût de la viande, le dégoût des produits animaux pour pouvoir nous imposer tout simplement leur monstruosité. L'industrie de la viande sait que son modèle est totalement impossible. C'est-à-dire qu'il est de moins en moins rentable. Les épisodies coûtent en effet de 18 à 50% du chiffre d'affaires selon les secteurs et les pays. La production industrielle de protéines animales est un échec. Il n'est pas question pour ces géants de la sale viande de développer l'élevage paysan. Eux, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de sauter par-dessus le mur et d'imposer ce qu'on nomme l'agriculture cellulaire. L'agriculture cellulaire, ça va d'abord concerner l'alimentation carnée avant de s'étendre, y compris, à l'alimentation végétale. Je dirais que l'un des premiers dangers, c'est cette fabrication de fausses viandes à partir de cellules souches. Des cellules souches qui sont mises en culture de la même façon que l'on fabrique de la fausse peau pour les grands brûlés. Et les spécialistes de ces firmes nous disent que 150 vaches à l'échelle mondiale suffiraient pour produire toute la viande de bœuf consommée actuellement dans le monde. Alors, qui trouve-t-on derrière ce secteur de la fausse viande? On trouve trois grands acteurs. On trouve tout d'abord le secteur des GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, PayPal, qui cherchent à placer leur trésorerie plutôt pléthorique dans un secteur qu'ils estiment particulièrement rentable. On trouve ensuite le secteur de la sale viande, l'entreprise américaine Tyson Food, c'est-à-dire premier producteur de bœuf, premier producteur de porc, premier producteur de volaille, mais dans des conditions effroyables, a annoncé souhaiter devenir une entreprise végane. On voit également comment Nestlé se positionne sur ce créneau. Aujourd'hui, l'adversaire, ça ne serait plus les géants de la malbouffe, Coca-Cola, McDonald's, ça ne serait plus les compagnies aériennes ou pétrolières, ça ne serait plus les grands semenciers,
ça ne serait plus Monsanto. L'adversaire principal aujourd'hui, ça serait l'éleveur et le mangeur de viande. Là, effectivement, nous sommes véritablement dans un phénomène très dangereux. Et on en a la meilleure preuve lorsque, il y a quelques mois, on a vu les grands patrons arriver pour le Forum mondial de Davos et à peine descendus de leur jet privé, appeler le bon petit peuple à consommer beaucoup moins de produits animaux. On trouve un troisième courant aux côtés du lobby de la sale viande et des GAFAM. C'est ce consortium européen qui a été réuni par un certain monsieur Jérémy Kohler. Et Jérémy Kohler, ce n'est pas n'importe qui, il est considéré comme l'homme du second marché financier international. C'est en fait l'homme de la finance, l'homme des assurances. Et Jérémy Kohler nous dit que l'élevage industriel est devenu trop risqué pour les investisseurs et qu'il faut donc basculer les investissements du côté de la fausse viande cellulaire. Je dirais qu'actuellement, tout est prêt, y compris sur le plan sémantique. C'est-à-dire que l'on parle, par exemple, d'agriculture intelligente, comme si les paysans auparavant étaient idiots. On parle de viande propre ou de viande éthique, comme si toute viande était nécessairement sale. Je crois qu'il est important de prendre conscience à la fois du danger qui nous menace, mais de prendre conscience également que l'essentiel des paysans, l'essentiel des mangeurs ne souhaitent pas aller vers ce déferlement des biotechnologies alimentaires. Et je crois que bien sûr, il faut d'abord agir sans aucun doute, chacun à notre propre niveau, mais je crois également qu'il faut se souvenir, à quelques mois des élections municipales, que les territoires peuvent être un excellent levier pour réussir la transition écologique. Ce qu'on appelle la restauration sociale, c'est-à-dire la restauration scolaire, d'entreprises hospitalières, c'est plus d'un repas consommé à l'extérieur sur deux. C'est-à-dire qu'avec un peu de volonté politique, en modifiant le cahier des charges du Code des marchés publics, on pourrait réorienter les achats pour permettre tout simplement d'aller vers une alimentation bonne, saine et juste, comme le défend le mouvement Slow Food International. Moi, je suis pour le retour en régime municipal des restaurants scolaires. Mais si on revient en régime municipal, c'est pas pour faire la même malbouffe que les géants de la restauration collective. C'est pour aller vers une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée et surtout carnée autrement. C'est pour aller vers une alimentation défendant la biodiversité, c'est pour aller vers une cuisine faite sur place et j'ajoute une cuisine servie à table. Et puis je rêve que cette restauration scolaire devienne gratuite sur le modèle de ce que pratiquent déjà plusieurs pays du nord de l'Europe et quelques villes en France. La Suède, par exemple, où depuis 13 ans, tous les enfants d'âge scolaire peuvent manger gratuitement. Parce qu'on considère que d'apprendre à bien manger, c'est aussi important que d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Moi, je suis convaincu que nous ne réussirons la transition écologique, que nous serons à même de refuser l'agriculture cellulaire, la fausse viande, les faux œufs, le faux fromage, etc., que si nous apprenons à marcher sur nos deux jambes. Nous sommes aujourd'hui unijambistes. C'est-à-dire que globalement, on sait ce qu'il faudrait faire dans le domaine de nouvelles politiques agricoles, avec par exemple la défense de l'agroécologie, d'une agroécologie paysanne, de l'agroforesterie, de l'agriculture biologique, de la permaculture.
mais nous avons totalement oublié ce que devraient être de nouvelles politiques alimentaires. Et c'est là que nous devons, en mars prochain, poser par exemple la question à nos élus, aux candidats, quelle restauration pour nos enfants, quelle conception de la table. Nous ne sommes absolument pas, je dirais, perdants par avance. Je crois qu'il faut vraiment, au contraire, défendre un discours optimiste. N'oublions pas également que les premières victimes de ce que serait la généralisation de la fausse viande à l'échelle mondiale, ce seraient les petits paysans éleveurs des pays du Sud. Je dirais penser qu'aujourd'hui, il n'existe que 65 millions de tracteurs à l'échelle mondiale pour 1,5 milliard de petits paysans. La fin de l'élevage, eh bien, ça serait déjà la mort programmée d'1,2 milliard de petits paysans à l'échelle mondiale. Et ces petits paysans à l'échelle mondiale n'ont pas d'abord des animaux de ferme pour la viande, mais parce qu'ils les utilisent comme force de trait. Je dirais que l'alternative aujourd'hui, ce n'est pas entre laisser ouverts ou fermer les abattoirs. L'alternative, c'est de savoir si on continue à avoir des abattoirs gigantesques, industriels. Nous avons 10 fois moins d'abattoirs en France qu'en Allemagne, ou si au contraire, nous choisissons d'aller vers des abattoirs de proximité. Depuis un an, nous pouvons expérimenter en France des abattoirs sur place, à la ferme, sur le modèle de ce qui existe à la fois en Suède et en Allemagne. Et je dirais que l'abattage à la ferme, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour les éleveurs, c'est bon également pour les ouvriers des abattoirs, c'est bon pour les mangeurs de viande que nous sommes, et c'est bon pour les écosystèmes. Et puis je dirais que l'alternative aujourd'hui, ce n'est pas entre d'un côté les protéines animales et d'un autre côté les protéines végétales. La vraie opposition, c'est entre d'un côté la production industrielle de protéines animales ou végétales et d'un autre côté ce qu'il faut nommer l'agriculture et l'élevage paysan. Eh bien, c'est à nous tous, citoyens, de choisir. Est-ce que l'on croit qu'on va pouvoir nourrir la planète avec 400 000 agro-managers, ou est-ce qu'il ne vaut pas plutôt miser sur 1,5 milliard, 2 milliards de petits paysans? Ala beraz, polariez ez zen gurekin fisikoki, baina ala, bere ideiak eta pasatu dira, bideo horren bitartez. Ez girarekin mintzatuko, Dumaia, baina mintzatuko gira, hemen diren Xole eta Marizekin, ordean Xole Aire, Urepelen plantatia den laborarisa, eta, prezeski hor ardi, behi, zerri, kintuakoak, zonbaitekin, eta transformatzen duena ere tokian berian, burrasuen segida hartu duena 2008an, zure txenplua pixka bat azaldu eta barnatu, lehen galde horren inguruan behar bada, baina osatuko duzu ere nahi duzun moldean, nola jintzira prezeski laborantxaratzen, eta aintzinetik erakaslea zinen, autu bat egin duzu, zergatik, eta zure hazkuntza mota hori, zer heinetan da, zure burrasuetaik heldu dena eta segitu duzuena, zer heinetan da, zuk aldatu duzuna eta zergatik. Lehenik egunon deneri, beraz, ejan duzun bezala, lehen esperientzia bat izan dut erakaskuntzan 12 urtez. Jakin behar dena da, alare ikastolatik sartzen nintzala enguziz etxeat etxeko lanetan parte hartzeko. Simplea maite dutalakotz, beti maitatu dutalakotz, eta plazerekin lan egin dutalakotz beti etxean. Zendako eman dutan urratx hori, ene ondotik heldu dira, beraz 3 aurridegira, eta ene ondotik dira 2 mutiko.
Badakik ezi, ono eskual gizartean piskat aitzinago emaiten direla gizonak, eta gure xokoan piskat hola da, aida aldatzen, baina eia piskat tendentzia hori badela, eta beraz, egon batez, bi mutikok zuten etxean txeko segida ez zutela hartuko. Ez zirela interesatiak, berze proiektu batzu bazituztela. Eta hor, funtsian batek, anai batek ejantzin, etxeko hor ejantzin, esolek maite du. Eta ara, beraz, hor piskat gogoetatu, talare, biztanda, erakaskuntzan, biztanda, soldata unabanin, bakantzak, beste laneko ritmo bat, baina ez dakit nola espika, gaina hartzen du zinez maite uzun gauza horrek, eta deliberatut eskolara itzultzea, laborantxako eskolara joaitea, 2 urtez ikasi dut Donapaleon, eta gero pluf egin, eta abiatu etxaldeari lotu, biztanda, ez da gauza bera, aitzinan egiten bezala laguntza eta gero zure gain hartzea, eta aita amek haunitz laundu nute, eta launtzen nute. Eta, hor instalatu nizalaik, beraz, ordu hartio baziren behiak blondak, eta ardi buru gogiak. Egan behar da aita kanpoan lanean ari zela, beraz, kanpotik heldu zen jornala, eta instalatu nizalaik NSDA zen etxaldeak emaiten zinetik entxeatzea bizitzea. Hor joan, banakin hor autu batzu izain itileiteko, kontseilu batzure ukan ditugu, batek ejantzautan behar nila arditei handi bat egin, eta burugorrien nombrea doblatu, eta hola hasi lanean, horrek suposatuko zin ikusiz mendiko etxalde tipi bat dela gure etxaldea, gure ibarrian diren bezala, suposatuko zin beharko nila haunitz bazka erosi, gure azindek kanpoa gut ikusiko zutela, hor sol sistema bati buruz joaitea zen, hori ez ni nahi, guri tipitik erakutsi daukute aita amek, aitatxi amatxiek azinda ikilako, aberea ikilako lotura azkar hori, eta lotura eta errespetu hori, eta hori badakiu pasatzen dela ere azinda kanpoan nahi dila eta kanpoan untsa dela, gu bezala. Eta beraz hortako enin hautia gehiago joaitea lekuko arrazer buruz, beraz blondak bat ditu ono gure etxean, baina hasigira behi Pireneiken ezartzen, beraz iparraldean kasik desagertiak direnak, baina atseman ditaizke haunitz Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian, ordean ara joaiten gira erostera eta aigira emeki gure tropain kanbiatzen, eta iparraldean ono guti gira, baina esperantza du garatuko dela. Ardi buru gogiak baditu ono eta buru beltzen zertzen ari gira. Beti lehen hau aitatxin denboran alaziren. Iduritzen zait egokiagoak direla gure etxaldeari. Mendian obeki portatzen baitira buru beltzak, naturalago edo instintiboagoak dira. Eta gero gehitu duta nada Euskal Segiaren ateliera, beraz 3 parke dira gure etxaldean. Eta piskat bi arrazoinengatik, bat da usteut importanta dela laborari bakotxak ukan dezan bere etxaldeain argazkia eta bilatu oreka bat, badira hautatzen alestitugun gauzak, dira etxaldeain konfigurazioa, klima, horik ez dira hautatzen al, eta ez dut esplikatu benan gure etxaldea da, gora da, 600 metrotan da banaz berze, bereko lujak eta gainekoak hartuz, 600 metrotan da,
malda da, edo biziki malda, eta beraz guk du egokitu behar etxaldeari, ez da etxaldea guri egiten. Ordeon, bagintin gure etxaldean, baliatzen ez gintin gune batzu, oian eta alajeak, eta Euskal Txekia biziki untsa moldatzen da hor. Ara. Eta finitzeko, ene autia hor likukoa jazena izan da ere, bidean abiatiak bai ginen proiektu bat, kooperatifa baten sortzeko araiain transformatzeko, eta aski argi da, lekuko arraza xaharrek, justikoek, aragi obea dutela, aragi sanoa, baina obea ere, guti hau emaiten dute, aeran damendian, karkasa tipi hauak baitira eta ez hainuntza konformatuak, baina kalitatean zinez diferentzia ikusten da, eta salmentari buruz joa iteko hautia egin dutalaik, pentsatut behar zela kalitate hori buruz joan, eta funtsian hasi nizalaik lehen aragi kolien txaltzen, paketien txaltzen, fite ikusi du gure parreko bezeroen errepostia, aski fite agertu da biziki kontent zirela, eta horrek biziki plazer egiten du, helburia hori baita ere guk etxeko araia jaten du, eta badakiu ze jaten du, sanoa dela, eta plazer egiten du ere jendek guk posibilitate hori izaitea jendek horren saltzeko. Hala pixkat... Astapinen egan duzu, norbaite kontseilatu dauzula, preseski zure hartaldein doblatzia eta batimendu haundien ere ikitia. Sobera indikretua izan gabere, baina nondik dindira horlako kontseiluak. Eta hori lotuta, gero beraz kalitateko autoa egin duzulata, badakizuia zure aldetik edo autoak egin dituzuia sentsu hortan ere, aipatu duzu amodioa eta harremana abereekin, baina ere klima aldaketari buruz, eta hori ere baita gaia, zure egin moldeak baduenez, beraz kalte gutiago ekartzen klima aldaketari begira. Bon, Jojo badakizuen izala salatari bat. Ez benan pentsatzen alduzu, badira instalatzen girelaik laguntza batzuk egiten dira, eta badira hor beti saetxean pusatzaleak, eta ardura sosa da maluroski sobera gure gidari eta errege, eta sosaren itzulian diren jende horiek, badakite gisa hortako kontseiluen emaiten, badakite konbentzitzen ere, eta bakotxak ez palin badu gogoeta bat ere maiten, bakotxak eta kolektiboki ere, guk gure aldudeko ibajean xantza hori badu kolektiboki gogoetatzeko indar hori badela, eta ella horrek launtzen dila unitz aitzinatzen, eta beraz importanta da kolektiboki eta bakotxak ere gogoetatzea zen nahi duen, hor sartzen da erresponsabilitateain nozioa ere, gure hautiek ze ondorio duten gure gan, gure etxaldearen gan, egian, ibarrean, eskualegian eta mundian. Hori, uste hori importanta den, erresponsabilitate nozione hori. Guk laborari gisa, baina denek aragia erosten dutelaik, ikusten dut jendek badakiten hori erosten duten, beti eta importanta zaie jakitea nori erosten duten, galdeiten daukutere, zia izira mementuan etxaldean azindak nundira, mendian dira, bahnean dira, holako galdera zuzenak eta zehatzak badi uste, senditzen da, kontzientzia bat badela ere gure klientetan. Zure bigarren galdera zen, klima, hor beti lotura egiten dut autuaren importantzia,
Guk, beraz, ez ditut deskribatu gure etxaldeak aski, hain zeur, etxalde tipiak dira, eta ardura, ejan dut, maldan eta biziki maldan ere batzuetan, eta ez dugu haunitzek etxalde bat, hola etxea eta gero lujak itzulian, da aski bajeatiak dira. Gure problema da autonomia eskasa badula, bazkaren aldetik, konpreintuko zier eski, maldan ez dela egesa, harto alor edo ogi alor baten plantan emaitea. Beraz, egiten duguna da, eina alabistan da autonomia bilatu, etxeko funtsetan belajak egin, soroak, mendian diren iaztorrietan iratzia bildu, tresnekin edo eskuz, alde hortaik bilatzen duena autonomia, eta gero neguan bazkatzen ditugulaik azindak, abereak, erosi behar izaiten ditugu, zerealak, hori ez baitugu. Eta hor da, ene gustuko hautien importantzia, oiztuan aipatu dut lekukoa jazena, baina ere guk hautatu du etxaldean, sohmarkeki lan egitea, oso irati eta kintuarekin, eta horrek garantia emaiten baita uku, erosten dugun bazka hori, euneko 30 eta 10 edo latanoia lekukoa dela, sohmarkaren ere mukoa, eskolegikoa. Usteot hori ere importanta den, ez da munduko berze puntatik heldu bazka hori. Horrek badu importantzia ere handia. Itz bat ere oiztuan ejan baituzu azindeki landun loturaz, ia egin dauzit, ez dela guretako goxo, laborari azle gisa entzuten ditugulaik azindaren untxe izaitean, izaiten aldiren kritikak. Jakin behar da guk autu bat egiten du, ofizio hori hartzean, ofizioa baino gehiago da bizitzeko manera bat. Bereareki landun lotura gure goizetan jeikitzeko motibapen bat da. Horrek argi izan behar dila usteut. Guk ikasi du aitamekin, aitatxi amatxiekin. Nik pertsonalki haunitz amatxiek erakutsi date lotura hori, azindaina. Gure etxeko behiak denek izan bat baute. Ikusten du sortzen, haunditzen, xahar zen. Belaunaldiz belaunaldi. Bi alaba batut, batek zautzen du denak, eta badaki zoinen amatxi eta zoinen txantxa, eta lotura azkar bat bada, errespetu handia bada gure artean. Nik egan dezaket ez dut beldurrik egiteko gure azindak gure etxaldetan uros direla, eta errespetia badela eta gure artean, eta errespetu horrek gu denen, zin denen, eta gu denen errespetia menxi dila usteut. Gu lehenak xifritiak izaiten gira, kusten ditu laik, batzuetan erreportai batzu telebistan, xerriak bahnean, kanpoko argia ezin ikus, eta itzultzeko lekuik ez dutela kustean. Jakimer da, kintoa eskualxerriak beti kanpoan da, beti, baditu etxolak, eta arat joaiten da nahi dilaik edo senditzen dilaik behar, benan berzenaz beti kanpoan da. Eta usteot, importanta den guk menturaz azlek hori ez du aski erraiten, benan lotura hori badela, eta errespetatu behar dela. Mil esker. Mariz, ordeon, zu itxasu nahi zira, nahi bali maduzu ere zure aldetik ere zure itxaldia presentatu eta ze moldetan nahi ziren lehenik, eta gero galde orokorrakoak izan ditugu.
Beraz, ni itxasuniz, gehiengoak badakin nunden, pentsatzen dut, baina alere jaiteko pixka bat miagitze eta soleren artean nintzela. Beraz, gu beherian gira, badira gure etxaldean ere patak batzuk, baina ez soleren etxaldearen einean, lekusa alagoak dira. Gure etxaldean badira 28 hektara, bakarrik 12 guriak direnak, bertziak alokatzen ditugu. Beraz, idei baten emaiteko, Frantzian bana beste etxaldetan badira 63 hektara, badira zinez biziki handiagoak, baina eskualeriko etxaldeak ala ere ez dira handiak. Gure etxaldean badira ardiak, tokikoa jaza ere manesa, baina gure etxan manesa buru gojiak, manesak badira buru beltzak, soleren etxan bezala, gure etxan dira buru gojiak, eta horiek dira oso irrati sok markan onartuak diren ahazak, zenta tokiko ahazak dira, erranduen bezala egokituak gure lujaldeari, gure lujari, gure klimari, eta beraz ni instalatu nintzelaik 85ean, bolteatuai, nik ez dut kanpoan lan egin, direktuki instalatu niz ikasketak egin ondoan, aur bakarra nintzen, beraz hautea sinpla zen, edo nik hartzen nuen edo kanpotik egin behar zuen norbaitek, hartzen zuen segida. Hala ere, etxaldean handitu niz, maite nuen, eta nuen baita ezpada gogoik bertze zerbaiten egiteko. Maite nuen etxaldean egiten zena eta maite nuen etxea. Maite nuen etxea eta maite nuen itxasun bizitzea. Beraz, autoa sinpleki egin dut, itxasun bizitzeko eta etxean segitzeko bizitzen, bazen ere lan egiteko manera ardiekin, astapen batean, eta zonbait behi, gaur badira beti bost behi, hor direnak ardiek jaten ez dutena behieka esago jaten behitute, behaz badute beren funkzioa ere etxean, eta behaz aita eta ama bezala segitu dut astapen batean, eta ekoizten ginuen esnea saltzen ginuen, eta bultia baten borian hasi gira gasnatzen parte bat. Gaur egun ere, gutxi gora bera erdia, gasnatzen dugu. Horri esker ez dugu gure ardi tropa sobera emendatu. Baginakien ere moaren aldetik beti bizka bat mugatuak izanen girela, eta solek janduen bezala ez ginuela guk ere autonomi osoa ukanen etxaldean. Beraz, hautatu dugu parte bat transformazioa, balio gehigarri bat ekartzeko etxean, eta ez baitez bada tropa handituz esne gehiago eginez. Horren ondoan, betidanik gure egian bada usaia bat, edo beti izan da ekoiztu da gerezia, eta duela 25 urte, elkarte bat sortu zen berriz bultzatzeko gerezia, pixka bat zen abandonatua, baina arbol numbria zinez ari zen tipitzen, gerezi mota batzuk desagertzeko arriskoan ziren, eta beraz, dotzena bat ekoizle motibatu dira berriz landatzeko gerezi ondoak. Gaur egun elkartean badira 30 bat kide, batzuk ekoizten dutena, bertze batzuk landatuak dituzte larbolak, baina ez dute oino gerezirik biltzen. Eta guretzat etzen bakarrik, ideia etzen bakarrik salbatzea tokiko gerezi mota, baina ere denborarekin egitea aktibitate ekonomiko bat gure etxaldeetan bizikor izanen zena, eta pentsatzen ginuen ere bazuela bere sentsua
bioanistasunari begira, baina ere hazkuntzarekin lotzeko. Denboran, tradizionalki, gerezia ondoak pentze inguruetan emaiten ziren, eta untsa joan zen ekoizpen hori ardiekin, zenta ardiek azpian bera jaiaten zuten. Ez dugu pentsatzen ekoizpen hori aparte, badakigu eskualde batzutan, edo arbolak egiten direla, edo bestaldetik hazkuntza. Guk nahasten ditugu, frantsesez deitzen dira le pré-verger, gure arbolen azpian ibiltzen dira ardiak. Bon, horrek egin nahi du, arbolaren abajak pixka bat gora abiatu behar direla, bestenaz ardiak jaten dutela dena. Baina manera ere egokitzen da. Eta beraz, pentsatzen dugu, baduela sentsua eta hortako egin dugu auto hori. Pixka bat gure etxaldea aurkezteko, ez dut berriz eganen Daianek Solek egan duena, guk ere maite ditugu gure ardiak, hor erditzearen sasoina abiatua da gure etxean, eta nintzen izunat senare hona da etxean zenta bilotxak sortzen ari dira, sasoina errespetatzen dugu, erranduen bezala maite ditugu gure bilotxak, gure ardiak, pentsatzen dugu oso irrati sormarkari esker, araudi batzuk errespetatuz, abereak ere errespetatzen ditugu, sasoina errespetatuz, tokiko ahazak hautatuz, pentseari emanez lehentasuna. Guk ere ez dugu dena ekoizten etxean, hartua erosten dugu, erosten dugun hartua biak noan erosten dugu bertze laborari bati, nola ari giren lanean. Galde orokorrago bat, helbiko beraz antolatzaileretan zira eta preseski autua egin duzu orten klima aldaketa ere aipatzea, bada aktualitatean biztan dena, baina zergatik hautatu duzu aurtengo lugama klima aldaketari lotzia eta nola lotzen duzu preseski laborantza, zuek defenditzen duzuen laborantza mota eta klima aldaketa. Bai, erantzun haintzin, ez dut egan, eta Solek ere ez duzu bera egan, biztanda lehenik badugula gure familiako bizia, badugu gure lana etxaldeetan, eta baditugu ere etxetik kanpo engaiamendu batzuk. Ni instalatu nintzelaik 85ean, askifite sartu nintzen ELB sindikatan, ELB sindikata da Euskal Herriko Konfederazio Paysan. Animazio komitea segitu dut zonbait urtez, eta gero 2005ean ELB sindikatak erabaki zuen sortzea Euskal Herriko Laborantza Ganbara, laborantza irankorra eta errikoia garatzeko Euskal Herrian, eta gure inguarroan diren egiturak gure ustez, orduan hasteko departamenteko laborantza ganbarak etzuen baita ezpada erantzuten Euskal Herriko berezitasuner, erabaki ginen gure tresna sortzea, 2005ean, eta urte baten buruan pentsatu ginoen sortzea Lujama. Lujama sortu zen, pentsatuz lotura eskasa bazela hiritarren eta barnekaldekoen artean. Eta behartzela gertakari bat, leku bat, gaur bezala, bizka bat jendekin mintzatzeko, elgar ezagutzeko. 14. edizioa da, eta duela zonbait urte, hasi ginen hautatzen gai berezi bat eta gomitatzen ere lujalde bat. Aurtengo gaia behaz da klimarena, titulua da klima bizia da, ez dugu guk pentsatia slow food mugimenduari ebatxea dugu titulu hori. Helburua baita
gai bat hautatzen dugularik ez baita ezpada bere katastrofismoaren aldetik johatzea bakarrik, baina beti pentsatuz baikorki behar dugula lotu, guk laborari bezala, baina ziek ere kontsumitzaile bezala behar behituzie esperantza, segitzeko bidea behar ditugu atera bideak atxeman, elgarrekin atxeman, eta beraz klima gaia alde hortaik ere johatzen dugu. Aldi oro saiatzen gira tratatzen bere orokortasunean, beraz hortarako hautatu dugu Gazama bezala Valérie Masson Delmotte klimatologoa, gu ez behigira espertak, eta beraz beharrezkoa da olako gai bat aipatzen delaik jende islari ospetsua eta hortan berizitua entzutea, eta berdenboran erakustea guk konkretuki laborari bezala, gure elkarteetan, berian badira merkatuan ere hainbat laborari, bakotxa engaiatua dena bere sailean kaliteztezko desmartxa batean, guk erakustea konkretuki nola bizitzen dugun, zer egiten dugun gure etxaldetan, kondutan hartuz ere klimaren erronka nagusi hori. Eta gure esperientzia erakutsiz, nahi dugu erran, gure ustez, klima kondutan hartzen dugula, bioaniztasuna zainduz tokiko ahazak eta tokiko landareak mantenduz. Pentsatzen dugu ere, goizuntako gaia hortan baita ere, hazkuntzak baduela belerekoa, gure ustez galdera ez da haragia jan behar den edo ez. Guk errespetatzen ditugu biztan da anitz autoa egiten dutenak ez jatea, guretzat hortan ez da arazorik, ez da hori auto individuala da, errespetatzen duguna, baina galdera delaik edo Polariezek erranduen bezala nahi delaik inposatu hazkuntza ez estatzea, hortan ez gira ados, pentsatzen dugu hemen Euskal Herrian bainan ere munduko tokiainitzetan hazkuntzak baduela bere lekua. Afrikako lujandle batzuetan, ez dira pojoak eta tomateak denetan ekoiztenal. Hortan ez da dudarik badira belak batzuk, osto batzuk eta hango tokiko behi ahaza batzu badira egokituak eta haiek dute bakarrik baliatzenal han pusatzen dena. Eta haientzat ez da hango jendentzat eta ez da autu politikoa. Da ez baita autuik, behaute bizi, eta bizitzeko behar dira abereak. Lan egiteko, ahiezek errandu duen bezala, ez dute traktorik behar dituzte abereak. Hemen aldiz Euskal Herrian egiten alda zerreala pixka bat, baina ez da denetan iten al. Soleren etxean ez da denetan hartua egiten al, ez da ogia egiten al, gure etxean ere ez pentseak du bekienik baloratzen gure mendia, gure eremuak. Klimari begira pentseak kaptatzen dute ere karbona. Beraz, kaptatzen karbona eta bioaniztasuna zaintzen ere. Aberen kakak ontzen dute gure luja. Ara, pixka bat erantzuteko eta gaiari lotzeko. Zuek bali maitu zuek aldeak, gure bigomiteri egiteko.
Merci Cholet-Marise pour votre témoignage. Je voudrais revenir à l'intervention de Paul Ariès que je n'ai pas appréciée. J'ai l'impression qu'il veut un conflit entre les paysans et les personnes militantes pour la cause animale. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'ici on est tous d'accord pour dire que vis-à-vis du climat, ce n'est pas les petites fermes de montagne avec des pratiques respectueuses qui sont le problème. Le problème, pour moi, c'est quand on va dans les Landes ou dans le Béarn et qu'on voit tous ces champs de maïs qui sont là pour produire de la nourriture pour des cochons qui sont dans des fermes-usines. Et ça, Paul Ariès n'en parle pas. Il parle beaucoup des bovins et du pâturage, mais il y a aussi tout cet élevage industriel qui représente 80% aujourd'hui. Et donc, je voudrais vous poser la question, est-ce que c'est stratégique pour les petits paysans d'être en conflit avec des organismes qui militent contre les poules en cage, qui militent contre les fermes-usines et qui sont les seuls aujourd'hui à promouvoir l'alimentation végétale, qui pour moi est une évidence et une solution face au dérèglement climatique de transformer tous ces hectares de maïs en protéines végétales pour l'alimentation humaine. Alors, d'abord, comme je l'ai dit au début, nous, je parle nous à titre personnel, mais nous, paysans du Pays Basque, de LB et de l'Ourama, on a beaucoup de respect pour les gens qui ont fait le choix de ne pas manger de viande. Ce que dit Paul Ariès, je pense qu'on partage cette vision qui est de dire l'agriculture industrielle a fait beaucoup de ravages. On est obligé de se positionner en opposition à cette forme d'agriculture parce que elle nous tue. Elle nous tue. Donc, tous les modes de production agricole ne peuvent pas coexister, contrairement à ce qu'un certain nombre pourrait nous faire croire. Et parfois, on est accusé effectivement de vouloir défendre que notre modèle agricole, et, alors que tout pourrait coexister. Mais tout ne peut pas coexister parce que l'une tue l'autre. Et l'agriculture concentrationnaire de cochons en cage, de poules en cage, etc., porte tort à l'élevage tel qu'on le pratique nous. Ça, c'est certain. Par contre, là où je rejoins ce que Paul Ariès dit, c'est que lorsqu'aujourd'hui, pour le citer comme lui, quand le mouvement vegan dénonce l'agriculture et l'élevage industriel, il ne parle pas de la forme d'agriculture que nous, on veut défendre, d'un élevage qui considère, et j'emploie le mot « considère » à dessein, qui considère l'animal, parce qu'on vit avec lui, parce que je pense que derrière l'idéologie végane, alors je ne veux pas heurter et employer des mots trop abrupts, mais il y a une utopie qui est dangereuse. Quand les véganes accusent l'agriculture industrielle de tous les maux, ils ont raison, mais ils oublient sciemment, volontairement. Alors, je ne parle pas là des citoyens qui lambda qui défendent le mouvement parce qu'ils sont pour le bien-être animal, etc. Je pense de ceux qui le dirigent, le mouvement, et ceux qui sont manipulés, je pense, par un certain nombre de lobbies. Pourquoi on les entend beaucoup plus condamner l'agriculture industrielle et jamais montrer qu'il y a un pendant, une agriculture, un élevage qui vit de façon harmonieuse avec la nature, avec les animaux, et qui fait vivre dignement le paysan. Là, il y a un vrai souci, un vrai problème. Voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais
et un vrai débat, probablement à avoir. La question n'est pas de savoir si on respecte ou si on ne respecte pas les choix individuels. La question, c'est, comme il l'a quand même assez bien formulé, est-ce qu'on veut interdire, imposer à d'autres la façon de manger, interdire l'élevage? Moi, je crois que ça fait, et d'autres l'ont montré depuis des décennies, des centaines d'années, que l'élevage existe. Vivre avec les animaux, c'est aussi considérer que la mort fait partie de la vie à un moment donné. Faire le choix d'arrêter l'élevage, c'est aussi d'autres conséquences. Ça veut dire des zones qui s'embroussaillent. Aujourd'hui, c'est l'élevage qui entretient la montagne. On en a moins parlé tout à l'heure, mais des paysages qui sont ouverts, entretenus, c'est quand même grâce à l'élevage. C'est grâce à l'élevage qu'on peut aller faire des promenades en montagne aujourd'hui, parce que les paysages sont ouverts, entretenus. Si on ne le faisait pas, on aurait aussi probablement beaucoup plus d'incendies, de catastrophes. C'est... je ne sais plus, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je suis échappée, mais on va... Juste, moi, je vais répondre très simplement. Si on stoppait dans notre vallée, où il y a 120 fermes, il y a 3 villages, 120 fermes, si on stoppait l'élevage, la vallée meurt. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, puisque tout est basé sur l'élevage, c'est le socle de notre vallée. Tout le tissu social, économique est basé sur ça. Au-delà des 120 paysans et paysannes, il y a des petites structures qui se sont montées, des petites coopératives, des fromageries où peuvent travailler, par exemple, les gens du village qui ne sont pas forcément paysans, mais on a besoin d'un secrétaire, d'une comptable, d'un commercial. Et comme a dit très justement Maryse, la montagne, nous, c'est un outil de travail, en plus que ce soit magnifique, mais c'est un outil de travail que l'on entretient, que les animaux entretiennent, que les bergères et les bergers entretiennent, et qui permettent aux randonneurs d'apprécier le paysage. Voilà, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est beaucoup de travail, croyez-moi. On n'en a pas parlé non plus, mais nous, on a fait le choix de ne pas travailler avec des engrais chimiques, de ne pas donner de pesticides. Pour pouvoir entretenir nos terres, comme on est beaucoup en pente, il y a quelques engins qui coûtent très cher, qui nous permettent d'entretenir ça. Mais il y a une autre machine, elle ne coûte pas très cher, qu'on porte sur le dos, qui s'appelle une débroussailleuse. Et si on était payé au nombre d'heures qu'on passe avec cette machine sur le dos, je pense qu'on serait riche aujourd'hui. Bonjour et merci. Moi, je vis avec une personne qui est végane et très honnêtement, j'ai senti un peu insultant et caricaturaux vraiment les propos de Paul Ariès. Il y a une personne devant nous qui est partie, à mon avis, pour les mêmes raisons. Il y a quand même une agressivité et ça rejoint la question qui avait été posée par la dame. Pourquoi antagoniser des personnes quand elles sont d'accord pour un combat qui est l'élevage industriel ? Après, les solutions que certains apportent pour les végans, ça va être l'agriculture industrielle, l'agriculture cellulaire. Pour vous, ça sera l'élevage paysan. Mais sur le problème, on est tous d'accord, il y a un problème avec l'élevage industriel. Alors pourquoi n'est-on pas capable de s'entendre là-dessus ? Pourquoi est-ce que Paul Ariès monte un conflit qui n'existe pas finalement sur 80% du chemin, qui est l'élevage industriel? Ce conflit n'existe pas. Pourquoi il y a quand même émergence d'un conflit là où il n'y a pas lieu d'être? En fait, je répète la même question qui vient d'être posée. Et une autre remarque, c'est L214 et toutes ces associations montrent des images d'abattoirs.
Et peut-être que pour leur couper l'herbe sous le pied, ça serait bien de montrer cet abattage également dans les salons de l'agriculture. Parce que si on cache cet abattage, L214 va toujours le montrer et ça va faire forcément toujours mal. Alors à un moment, il faudrait peut-être le montrer justement dans ces salons de l'agriculture. Or, enfin, on ne le voit pas, c'est caché. Après, je ne vois pas comment on pourrait montrer ça, mais j'imagine que c'est une idée, quoi. Montrer quoi? J'ai pas compris. Montrer les abattages. Montrer... Sinon, ça choquera toujours quand on le verra aux infos. Ça émergera. Sinon, quand ça sortira aux infos, ça émergera comme ça et tout le monde sera choqué parce qu'on n'aura jamais été habitué à le voir. Alors que si vous le montriez, un, ça fera de la transparence de votre côté, et deux, ça nous habituera à voir des images et sans s'indigner comme on le fait tous les 3 ou 4 mois quand il y a des enquêtes de L214. Nous, j'ai parlé tout à l'heure d'une vision positive parce que c'est la seule qui peut nous donner de l'espoir et c'est la seule sur laquelle on peut concrètement s'engager en cherchant des alternatives. Et je redis et je maintiens qu'on est dans cette optique-là. On préférerait aussi être sur le dénominateur commun, de lutter ensemble contre l'élevage industriel qui ne nous convient pas ni aux véganes ni à nous. Mais probablement que si Ariès a des propos qui peuvent heurter, c'est aussi parce que de la même façon, il y a un discours qui heurte par son excès de l'autre côté. Abolir, c'est très fort comme mot. C'est pas Ariès qui l'invente, c'est ceux qui veulent le promouvoir, qui l'utilisent. Abolir l'élevage. Pour moi, abolir, enfin, il faudrait regarder la définition dans le DICO, mais on utilise abolir pour abolir l'esclavage, abolir la peine de mort, abolir l'élevage, ça donne une connotation à l'élevage. Et là, ils ne disent pas abolir l'élevage industriel, ils disent abolir l'élevage. C'est pour ça que si nous, on n'est pas aussi dans une position défensive par rapport à l'élevage, le grand public ne comprendra pas. Parce qu'ils sont quand même aussi très très bons en communication. Ils représentent ceux qui veulent véritablement abolir toute forme d'élevage, hein, je dis, que ce soit l'élevage industriel ou l'élevage paysan. Il y en a, c'est ceux malheureusement qu'on entend le plus, qui ont une forte influence parce qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup à la télé. Moi, j'ai une fille de 14 ans qui regarde les Reines du Shopping, je le disais hier, et il y avait une invitée végane qui est bien rassurée quand la jeune fille achète des chaussures en plastique plutôt que des chaussures en cuir. Il dit « Ah, super, c'est du plastique, oh, ça va. C'est du synthétique, ah bah super, ça va. » Bon, alors, toutes ces postures qui sont pour moi caricaturales, malheureusement, elles sont très 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 relayées. Donc nous aussi, on est obligé, d'une certaine façon, de montrer cet aspect caricatural qu'il y a chez un certain nombre. Voilà. C'est simplement ça. Si aujourd'hui, les véganes affichaient aussi fort que nous l'idée qu'il y a un élevage industriel qui est mauvais pour la planète, qui est mauvais pour la santé des gens, et qui est mauvais pour les paysans, qui nous détruit, qui nous fait disparaître, parce que c'est toujours les petites fermes qui disparaissent d'abord, et depuis des décennies. Si on se mettait d'accord là-dessus, mais pour dire que l'élevage paysan a sa raison d'être, dans le monde, partout, probablement qu'on avancerait un peu plus vite. Mais il y a un pas aussi à faire de leur côté, et d'après moi, qu'un certain nombre ne feront pas, malheureusement.
Marc, consommateur et randonneur, j'avais trouvé un peu provocateur l'entrefilet qui est passé dans le supplément Sud-Ouest, là, venant de notre intervenant fantôme. Là. Par contre, j'étais largement convaincu par les arguments qu'il a développés tout à l'heure. Je voulais juste dire un mot sur le complément que Cholet a fait tout à l'heure sur ouais, mais s'il n'y a plus d'agriculture, c'est toute l'économie de la vallée qui s'effondre. Moi, il y a des vallées dont je voudrais bien voir l'économie s'effondrer, quoi. La Silicone, par exemple. Donc, c'est pas parce que l'économie va s'effondrer qu'il faut sauver la vallée. C'est parce que cette économie est basée sur une production de qualité essentielle pour la vie. Hein. Voilà. Je voulais savoir s'il y a au Pays Basque des expériences d'abattoirs ambulants. D'un point de vue de la loi, je pense que, si j'ai bien compris, c'est pas vraiment autorisé encore en France. Mais il y a des pays, ça se met pas en place. C'est-à-dire la loi l'interdirait pas. Qui c'est qui sait répondre à ça? Il y a des paysans là. Je pense que. Je peux répondre. Iker, enfin, ouais. En Pays Basque, on a la chance d'avoir 3 abattoirs. En ruminant, on va dire. Il y en a un ici à Anglet, il y en a un à Moléon et un troisième à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça veut dire que les besoins d'abattage qu'on peut trouver ailleurs, où il faut faire 100 km avant d'en trouver un, n'existent pas en Pays Basque. Et à ma connaissance, il n'y a pas ici d'expérience d'abattage à la ferme comme ça existe aujourd'hui ailleurs sur le territoire français, par exemple. La loi ne l'interdit pas vraiment, mais c'est que c'est pas mis en place. Non, il y a une expérimentation. Il y a un cadre expérimental qui permet de le faire aujourd'hui en France. Oui, voilà, mais c'est pas encore. C'est pas généralisé, voilà, etc. Voilà. Mais il y a d'autres pays où ça se fait, et nous, les premiers, on préférerait que nos animaux soient abattus sur nos fermes, parce qu'on n'aurait pas besoin de les stresser, de les mettre dans les camions et de les transporter. D'ailleurs, dans encore beaucoup de fermes du Pays Basque, il y a encore, on élève souvent un cochon pour avoir le stock de cochonailles pour la consommation familiale, et ça continue plus ou moins à se faire sur les fermes, et probablement que le cochon il est moins stressé quand il est tué à la maison, mais de plus en plus voilà, pour tout le reste on est obligé de faire avec les abattoirs. Oui, bonjour. Moi j'ai trouvé l'intervention de Paul Arias assez problématique par rapport à la thématique du lien avec l'élevage et le climat. Je pense qu'on est tous d'accord pour condamner l'agriculture industrielle ici. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'il n'aborde pas un problème qui est fondamental que soulèvent tous les rapports, que ce soit du GIEC, le scénario AFTER développé par Solagro. C'est qu'il va falloir aussi qu'on diminue la consommation de viande. Il a évoqué très très rapidement un moment, mais même dans l'intervention qu'il dit par rapport à la santé, il laisse sous-entendre que la consommation actuelle, ça va, au niveau de la santé aussi. Ce qui n'est pas vrai, il me semble, au niveau nutritionnel. En tout cas, au niveau de la consommation des Français, alors je ne connais pas les chiffres de la consommation basque, mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit inférieure à la consommation moyenne des Français. Moi, ça me paraît assez problématique parce qu'il me semble que tous les rapports du GIEC et tous les rapports disent qu'il faut pas. Le problème, c'est qu'on fait une opposition manger ou pas manger de la viande. Moi, il me semble que climatiquement, ce qui est défendu, c'est qu'il faut quand même arrêter évidemment la consommation de la viande industrielle, ne plus en manger du tout, ça, on est tous d'accord. Mais manger moins de viande, mieux de viande, mais il faut quand même manger moins de viande, parce que sinon, la production de gaz à effet de serre, l'élevage, il y a certes, les prairies sont des puits de carbone, c'est vrai, mais ça émet aussi des gaz à effet de serre. Et là, d'après le diagnostic du plan climat au Pays Basque, l'agriculture reste quand même le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre pour le Pays Basque, qui est aussi un puits de carbone, on est d'accord, heureusement. Donc ça, c'était la première remarque. Et j'avais une question aussi sur est-ce que y avait, donc vous avez donné des éléments de pratique, si j'ai bien compris, là évidemment le fait de ne pas avoir des élevages trop grands, de les nourrir localement, que c'était des pratiques qui étaient... Parce que la question c'était quand même quel élevage compatible avec le climat, moi, c'était ce que j'ai retenu comme thématique.
Et quels sont, parce que je crois qu'il y a eu quand même une étude de climat gris portée par EHLG et Solagro, et qui avait des préconisations, et quelle a été la diffusion un petit peu de cette étude, qu'est-ce qui est en cours en termes de changement de pratiques, ou de pratiques peut-être plus vertueuses et plus compatibles avec une agriculture qui soit, on va dire, climato-compatible. Et juste, je fais une petite annonce, et j'arrête, je lâche le micro après, parce que je suis militant de BC, et donc on a aussi une pétition pour les prochaines municipales, une pétition citoyenne pour soutenir les listes qui s'engagent sur un pacte ambitieux pour les prochaines municipales à l'échelle des communes, mais aussi de l'agglo, et où donc il y a notamment évidemment un volet sur l'agriculture et l'alimentation, paysanne, bio, locale, voilà, que je vous invite à signer en sortant. Alors, pour la première partie de la question, bon, comme Ariès n'est pas là pour se défendre, je vais quand même vous dire que la question qui lui était posée, c'était est-ce que l'élevage est compatible avec le climat? Bon, donc il a répondu à cette question. Par contre, la question de la baisse de la consommation de viande, elle a été posée hier matin à Valérie Masson-Delmotte et à Paola Nano, qui était là hier pour Slow Food. Et la question était assez précise d'ailleurs, qui avait été posée, c'était combien, en gros, indiquez-nous combien il faut qu'on mange de viande dans la semaine. Donc, alors, le GIEC ne dit pas qu'il faut arrêter l'élevage, ne dit pas qu'il faut arrêter la consommation de viande, mais effectivement, il préconise de baisser la consommation de viande. Disons que c'est la consommation de viande aujourd'hui qui est anormale par rapport à une consommation de viande il y a un certain nombre de décennies. Nos parents, ils mangeaient beaucoup moins de viande. Nos parents, quand ils nous racontent sur les fermes, ils n'avaient pas beaucoup de sous, ceux qui mangeaient. Le soir, c'était plutôt du lait et des châtaignes. C'était un genre de talot avec du maïs. C'était très rarement la viande rouge. Le cochon de la maison, et donc de temps en temps un peu de saucisse, et voilà. Donc ils étaient beaucoup plus sobres dans leur consommation de viande. Et ils faisaient en plus quasiment tous le jardin, donc il y avait aussi dans toutes les maisons des jardins. Aujourd'hui, il n'y a même pas des jardins dans toutes les fermes, forcément. Bon. Et donc hier, l'indication qui a été donnée un peu, c'était ça pourrait être autour de 500 grammes de viande rouge dans la semaine. Voilà, ça donne une idée. Ça veut dire, alors soit on est un gros mangeur et donc on mange la choulette en un coup et les 500 grammes en un coup, soit on en mange une fois ou deux dans la semaine, soit on n'en mange pas et on complète avec d'autres viandes. On n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas non plus. Voilà, c'est des indications qui ont été données hier et qui sont effectivement cohérentes, qui vont dans le bon sens. On mange trop, on gaspille trop, c'est pas bon pour notre organisme. Voilà. Là-dessus, je pense qu'on est assez d'accord. Et ça se traduit aussi d'un point de vue général. Alors, Iker donnera, c'est mieux que moi pour expliquer un peu ce qui était ressorti des différentes études, mais en gros, on a aussi pour mission d'essayer de développer un peu plus la production fruitière, un peu plus la production des légumes. Alors là, je vais faire un petit aparté sur un certain nombre d'obstacles quand même par rapport à ça. D'un côté, il y a des fermes qui traditionnellement font de l'élevage, il y a des bergeries, il y a des machines, il y a des capitaux qui sont là-dedans, donc c'est parfois difficile de dire du jour au lendemain on arrête et on va faire autre chose. Donc ça c'est un peu compliqué quand on a des fermes qui depuis longtemps travaillent sur une certaine production. De notre côté, on sait que les transmissions elles vont se faire de moins en moins dans le cadre familial et qu'il y a de plus en plus de transmissions qui ne se font hors cadre familial. Mais ces gens-là, il faut qu'ils puissent avoir accès à de la terre. Des gens qui ont des petits projets de maraîchage, etc., ils n'ont pas forcément accès à la terre agricole. Donc là aussi, il y a un travail à faire pour leur permettre de développer ces projets-là. Et puis après, il y a toute une logistique aussi qui commence à se mettre en place, mais à améliorer aussi
pour que dans la restauration collective et ailleurs, on puisse organiser la consommation d'une production maraîchère qui serait faite ici, par exemple. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la première partie. On va peut-être finir de répondre aux questions avant de... Bai, eta itzultzaileak direnez, langabezian ez usteko segituko dut eskoraz, pixka bat. Beraz, egin zen duela 5-6 urte orai Klimagri deitzen den istudio bat, iparraldean, laborantza eta oianaren partetik, bai energia eta bai berugailu efektu duten gasen isurketen ingurian. Eta hor agertzen zen egia da, hazkuntzaren pisua gai hortan, metanaren bidez, bereziki. Mena uste dut laburbiltzeko atxiki behar dena hortaz, da galdera orokorra da eta erantzunak zaila dira. Menan, ze laborantza mota nahiko dugu hemendik 30 urteren burian, jendartearen eta beharrak gehiago aseko dituenak, erran edu horrek ez behar bada hainbeste esneki, hainbeste txitsiki eta egitea baizik eta diversifikazioaren bidez baratzekari eta beste fruitu eta beste gauza batzuen egitea. Hain huaiko etxaldeko puruen atxikiz edo ahalaz gehiago eta sortuz ere bai, eta energia eta gas horien isurketak tipituko dituenak. Beraz, badakigu azken urteetan biziki emendatu dira ardi tropak, ez hemen aipatu diren etxaldetan, baina anitz izan dira emendatzeak eta ez jendeak lan gehiago nahi duelakoan, baizik eta primak hola banatuak baitira primen seka joaiten dirako, eta etxemplu horiek emaiten ditut, ulertarazteko gauza ez dela simple, faktore anitz badirela, menan beharko dugula eta hortan nahi gira funtsean, gogoetatu, ondoko urteetako eta etxalde sistemak eta nolakoak beharko diren izan. Lan anitz egiten da energia gutiago baliatzeko, autonomoagoak izaiteko eta etxalde horiek eta abar, benean gauza ez da hola egiten behatz klasken bidez. Uste dut bazera beste galdera bat hemen. Egunon, mais je parlerai plutôt en français, je suis un peu plus à l'aise en français. Je crois que il faut se rappeler, en 1972, le rapport Mansholt, je m'excuse de faire cet historique, le rapport Mansholt disait que les petits agriculteurs de montagne ne devaient pas être subventionnés, qu'il fallait abandonner au profit de l'ensauvagement et de la faune sauvage. Et que l'agriculture industrielle, avec les progrès de la science, serait capable de nourrir l'humanité. Heureusement, ce rapport européen n'a pas été appliqué comme il était prévu. Pourquoi? Parce qu'on oubliait de dire que l'agriculture industrielle, je dis l'agriculture et l'élevage, les deux, parce que pour moi, les deux sont indissociables. Quand on fait de l'agriculture industrielle actuellement, il suffit de passer, de le voir de loin, même de la voir de loin la terre, pour dire qu'elle est morte. Il manque d'humus, il manque de vie, il manque de tout. Et progressivement, on est en train de perdre cette valeur-là. Donc, les petites exploitations de montagne, elles ont leur avenir. C'est une richesse qu'on ne peut pas mesurer. Tellement, ça va devenir, comme autrefois, ça va devenir un exemple de revivification de l'agriculture. Pour moi, c'est important que les petites agricultures qui sont respectueuses des bêtes, des sols, de tout ça, puissent être encouragées. Et ce n'est pas le cas actuellement. On va plutôt aider beaucoup plus la grosse industrie, les gros élevages, et on va aussi aider, par l'intermédiaire des grosses boîtes, tout ce qui est viande synthétique. Or, on va arriver vers une catastrophe avec ces produits synthétiques parce qu'on n'aura pas tous les éléments qui sont contenus dans une viande. On va faire de la culture, comme on fait de la culture hors sol pour la tomate, etc., et qui n'ont pas du tout ces propriétés qui sont bénéfiques pour l'organisme.
azken biak. Moi-même, nire jaren dutana ez da baitez bada hazkuntza eta klimari lotua xuxen, baina emazte horrek errandu ostion, Biarnon eta Landesetan ez dakitzen bat milaka hektara egiten zirela hazkuntza industriala hazteko. Eta ni hor eskualde hortan bizi bainaiz, eta nahi duen egan ez direla ezagiak diren arto edo gari guziak hazkuntza industrialari buruz joaiten. Baina badela ere, eta guti aipatzen dugu, ono, delako energia berdea deitzen dutena, eta bioetanol eta gaineratekoak, eta arto hainitz eta kolza hainitz eskualde hortan ere, eskualerian eta Biarnoan eta gure inguru hortan badira hainitz zeremu hortarako erabiliak direnak, eta hor klimari buruz eta ekologiari buruz katastrofe bat da. Alde batetik erraiten dute energia berdea egiteko dela, baina hor pestizidak, onkailuak, lurlantzeak, denak katastrofikoak dira. Eta orduan, justu erraiteko mazte hori, ez zirela inguramenari eginat ziren sarraski guziak hazkuntzaren zateginak. Moi, je voulais juste reprendre un peu ce qui a été dit dans le reportage. C'est que quand il dit vegan non, M. Ariès, c'est parce que, enfin, ce que j'ai entendu, c'est parce qu'il faut du fumier. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des bêtes aussi pour vivre sur cette planète. Donc il nous faut du fumier. Donc c'est pour ça que si on a du bétail, il faut aussi qu'on le consomme. Il faut qu'on le consomme. Si on a du bétail, il faut qu'on le consomme. C'est pour ça qu'il a dit vegan non, parce qu'il faut du fumier. Voilà, moi ça c'est ce que j'ai retenu. Maintenant, ce que je veux répondre un peu, c'est que je vais me présenter, je suis en Béarn, et en 2007, avec mon frère, on a refusé le peu de terre qu'on a, 24 hectares, on a refusé de la mettre aux mains de la spéculation. On faisait que du maïs en irrigué, et puis d'autres activités à côté. Et aujourd'hui, depuis qu'on l'a mis en bio, en 2007, on est passé en bio. Bon, il se trouve que notre premier client en fourrage, ça a été Michel Birocco-Irigoyen. Bon, voilà, ça a été. Et aujourd'hui, d'être passé en bio, on a laissé 1 hectare à un maraîcher qui nous en a loué une seconde hectare et qui a créé 2 emplois. Ma fille vit sur 3 hectares de haricots tarbés en bio. Alors là, paradoxe, on ne peut pas le passer en bio de suite. Ça fait 2 ans qu'on attend après les étiquettes. Oui, parce que la coopérative à Tarbes n'a pas d'atelier bio. Elle a des clients bio, mais elle n'a pas d'atelier. Et nous, on est indépendants. Comme on a notre propre atelier, Bécalissu trouve tous les moyens pour nous retarder cette étiquette, pour ne pas qu'on soit en bio avant la coopérative. Peut-être que c'est ça. Mon frère vit avec les 15 hectares de terre qui fait entre le blé qu'on livre au Suruc, entre autres, pour un boulanger, le maïs bio et le soja. Donc on a appris à stresser les plantes. Et on stresse les plantes à différents moments. Alors on élimine tout ce qui est vermine, comme topin, vert gris, et qui nous permettent de faire autant de rendement qu'on faisait en irrigué, sauf qu'on n'irrigue plus. Tout le matériel d'irrigation d'or, ce n'est que par le binage qu'on arrive à faire du rendement. Et on stresse les plantes. Et le fait qu'on stresse les plantes, l'instinct de survie fait qu'on a des maïs énormes. On peut vous les montrer à la Coop de Pau sur le site de Pontac. Il y a 2 épis qui sont comme ça. Ben non, ce n'est pas du conventionnel, c'est du bio qui a été biné, stressé. Voilà, on a appris à travailler comme ça par chance. On a voulu passer en bio et aujourd'hui, eh ça fait vivre 3 foyers, 24 hectares. Voilà ce que j'avais dit. Bon, mil esker, likukutasun horiengatik, ez da bada dena den, eta segituko da, beharko da mintzatu oraino, eta hasteko gauza bat argi dena da hazkuntza industriala, laborantza industriala bezala dela kaltegarri eta horren kontra joan behar dela, eta denen beharra izanen da hori egiteko.
eta dena den, hor, ostion ez da egara izan, baina kentzen bali bada hazkuntza industriala, bortxaz izanen da, gelditzen den kalitateare kontsumituz ere, aragi gutiago, baina kalitatezkoagoa izanen da denentzat. Azteko segidare izain da txaldian, hiru hontan, Iker, eta beste... Prezeski hori nahi nuen aipatu, hemen berian, laborari batzuk aurkeztuko dauzkigute eien etxaldeak, eta klimari buruz konkretuki zer egiten duten, bost pasei etxalde desberdin, eta mire esker handi bat Peio eta Katixari itzulpenak segurtaturik, eta otoi zuen kaskak eta ateratzean uzkizue hartuetako lekuan, mire esker.